Parlons des Amérindiens. Dans les terrains difficiles de l'Alaska, les vastes forêts de l'Arizona et lors de leur défense contre les colons européens, les guerriers amérindiens ont fabriqué et utilisé certaines des armes les plus étonnantes connues des historiens. Ces outils représentaient le summum de leur extraordinaire savoir-faire et de leur dévouement à faire tout ce qu'ils devaient pour se protéger et protéger leurs terres. Voici 10 des armes amérindiennes les plus discrètes et efficaces que vous n'avez peut-être jamais entendues. Numéro 10, le knobkari, un puissant symbole de pouvoir. Le knobkari, un bâton en bois originaire d'Afrique, était utilisé à diverses fins, y compris la chasse, l'autodéfense et même comme symbole de leadership. Le terme knobkari vient du mot afrikaans knop, signifiant bouton ou boule qui se réfère à l'extrémité arrondie du bâton. De plus, il était connu sous le nom de kuko ou sanward kiri, qui se traduit par bâton de marche. Fabriqué à partir d'un seul morceau de bois dur, la grande tête arrondie du knob permettait des frappes puissantes, tandis que son manche mince offrait à l'utilisateur une maniabilité rapide. De nombreux knobkaris étaient finement sculptés ou ornés de symboles culturels, ajoutant une couche de signification à leur conception. À mesure que des esclaves africains étaient amenés en Amérique, ils ont emporté avec eux les traditions et techniques de cette arme. Au Brésil, le knobkari a évolué en une arme appelée la cassette, utilisée par des Afro-Brésiliens asservis pour se défendre et lutter pour leur liberté. Cette version était généralement fabriquée à partir de bois dur dense, comme le jacaranda ou le bois de rose, et comportait une tête plus longue pour une meilleure puissance de frappe. Dans les Caraïbes, le knobkari est devenu connu sous le nom de moko, un nom dérivé de la langue fula de l'Afrique de l'Ouest. Les Africains asservis utilisaient le moko lors de rébellions et d'insurrections, souvent pour se protéger contre les surveillants ou en défense contre des menaces. En Amérique du Nord, cet outil a été adopté par certaines tribus amérindiennes par le biais d'échanges culturels avec des Afro-Américains. Ces tribus personnalisées ont souvent leur knobkari, ajoutant des motifs comme des têtes d'animaux, reflétant leur identité culturelle unique. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification maintenant où ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 9. Le bâton de lancer, une arme polyvalente et ancienne. Le bâton de lancer, une simple tige en bois, peut être utilisé à la fois comme arme et outil de survie. Il présente généralement une pointe ou une tête de lance attachée à une extrémité et peut être droit ou en forme de boomerang. Plus court qu'un javelot, cet outil est très adaptable, permettant aux utilisateurs expérimentés de chasser du petit gibier ou même de s'engager dans des combats humains. Bien que d'autres armes comme les frondes et les arcs l'ayant finalement remplacé dans de nombreuses régions, les peuples autochtones d'Australie ont continué à perfectionner le design pendant des siècles. Certains bâtons de lancer, en particulier ceux en forme de boomerang, sont conçus pour voler droit vers une cible sur de longues distances. Leur forme aérodynamique leur permet de parcourir plus de 100 mètres avec précision. Des tribus comme les Hopi et celles du sud de la Californie utilisaient comme des bâtons de lancer pour chasser de petits animaux comme les lapins, bien qu'elles les utilisaient aussi contre des proies plus grandes telles que les cerfs. Ces armes étaient non seulement pratiques pour la chasse, mais pouvaient également être utilisées dans des conflits humains. La variante non retournante du boomerang était particulièrement efficace au combat, frappant les adversaires bébés avec une grande force. En tant qu'outil de survie, le bâton de lancer s'est révélé utile au-delà de la chasse. Il pouvait être utilisé pour creuser des foyers ou même créer des abris souterrains. Fabriquer un bâton de lancer nécessite peu plus qu'une branche courbée et la connaissance de la manière de le façonner. Les versions anciennes étaient fabriquées en bois dur, comme le chêne, le mesquite ou le mahogany de montagne, ce qui garantissait durabilité et stabilité en vol. L'extrémité du bâton était souvent légèrement plus épaisse pour créer un effet d'aile, aidant le bâton à voyager droit et à frapper la cible avec une précision impressionnante. Un lanceur habile pouvait frapper un lapin jusqu'à 30 mètres de distance avec une précision mortelle. Numéro 8. La fronde hawaïenne, une arme simple mais efficace. La fronde hawaïenne fonctionne de manière similaire à un arc et des flèches, mais avec une différence clé. Elle utilise un tube en caoutchouc pour lancer une lance au lieu d'un arc. Historiquement, des frondes fabriquées à partir de matériaux tissés comme des fibres de coco ou même des cheveux humains étaient utilisées pour lancer des pierres avec une grande précision et puissance.
Dans les batailles, des frondeurs experts pouvaient en allier souvent vaincre des adversaires armés d'armes plus traditionnelles. La simplicité de la fronde hawaïenne la rend à la fois efficace et facile à utiliser, avec seulement deux composants principaux, le tube en caoutchouc et la lance. Pour utiliser la fronde hawaïenne, le tube en caoutchouc est attaché à un bloc de bois qui a un trou juste assez grand pour le fût de la lance. L'utilisateur place le fût dans le trou, tire le tube en arrière pour créer de la tension et le relâche en voyant la lance voler à une vitesse incroyable. La force générée par le tube propulse la lance beaucoup plus loin qu'une personne ne pourrait la lancer à la main. Bien que la fronde hawaïenne ne soit pas aussi puissante qu'un fusil à harpon, elle trouve un équilibre entre les deux, fournissant suffisamment de puissance pour attraper efficacement des poissons et se défendre contre des menaces. La fronde hawaïenne se distingue des fusils à harpon qui présentent généralement un mécanisme de déclenchement. Avec une fronde hawaïenne, l'utilisateur contrôle le relâchement en appliquant manuellement une force sur le fût. Cette arme partage des similitudes avec les fusils à harpon et les lances, mais offre plus de mobilité et une prise en main plus confortable que la plupart des fusils à harpon. Historiquement, elle a été utilisée non seulement pour la chasse, mais aussi en défense, montrant la polyvalence et l'efficacité de cette arme simple mais puissante. Numéro 7. Tecpadle, le couteau aztèque en obsidienne. Le tecpadle était un couteau magnifique et mortel de la culture aztèque, fabriqué à partir d'obsidienne ou de silex. Il avait une forme distincte de lance, avec une lame à double tranchant et des extrémités allongées et aiguës. Ces extrémités pouvaient être arrondies ou pointues selon le design. Certaines versions du tecpadle comportaient une lame attachée à un manche, la rendant encore plus polyvalente. Le couteau était souvent peint dans des couleurs vives, la moitié supérieure symbolisant le sang en rouge et la moitié inférieure en blanc représentant la lame de silex. L'obsidienne, verre volcanique, était un matériau commun utilisé pour ces couteaux et est considéré comme l'un des matériaux de coupe les plus tranchants au monde. L'obsidienne se forme à partir de lave refroidie rapidement et sa netteté et sa durabilité en faisaient un matériau idéal pour fabriquer des couteaux capables d'effectuer une gamme de tâches, de la coupe de plantes à la boucherie d'animaux. Le processus de création d'une lame en obsidienne était complexe. Tout d'abord, les artisans devaient localiser des morceaux d'obsidienne appropriés, généralement trouvés près de rochers volcaniques ou obtenus par le commerce. Ensuite, des artisans qualifiés utilisaient des pierres plus dures ou des outils en bois de serre pour ébrécher le verre, le façonnant dans la forme désirée. Ces couteaux étaient autant des œuvres d'art que des outils pratiques, en faisant un symbole de la culture et du savoir-faire aztèque. Les couteaux tecpadle étaient utilisés de diverses manières, y compris lors de rituels religieux. L'une des utilisations les plus importantes était lors des cérémonies de sacrifices humains. Les prêtres aztèques brandissaient ces couteaux pour effectuer le rituel d'extraction des cœurs des victimes sacrificielles, les offrant aux dieux comme une forme d'apaisement. Le rituel, censé garantir prospérité et bénédiction pour le peuple, est devenu une caractéristique de la culture aztèque. Beaucoup de couteaux tecpadle étaient ornés de sculptures et de motifs complexes, dont certains symbolisaient la mort et le sacrifice. Certains comportaient même des motifs de crâne, faisant de ces armes non seulement fonctionnelles mais profondément symboliques. Numéro 6. Atlatl, le lanceur de lance. L'atlatl était une arme essentielle utilisée par diverses cultures indigènes pour augmenter la vitesse et la force d'une lance lancée. Cet appareil était un axe généralement de la longueur d'un bras humain avec une coupe ou une saillie à l'extrémité. L'atlatl permettait à l'utilisateur de stocker de l'énergie dans l'arme et de la libérer au moment du lancer, donnant à la lance une incroyable vélocité et puissance. Pour utiliser l'atlatl, le lanceur le saisit à l'extrémité, la plus éloignée de la coupe ou de la saillie, positionnant la lance dans la coupe. L'extrémité arrière de la lance se trouve à l'intérieur de la coupe, tandis que l'autre main tient l'atlatl lui-même. Pour lancer la lance, l'utilisateur étire son bras en arrière, la lance pointée vers la cible, puis la relâche en effectuant un mouvement rapide de haut en bas. Le levier fourni par l'atlatl faisait voler la lance plus vite et avec plus de force qu'une personne ne pourrait le faire avec sa main nue. Cette technique permettait aux utilisateurs qualifiés de lancer des projectiles à des vitesses dépassant 150 km/h. L'atlatl fonctionnait en amplifiant le mouvement du bras du lanceur, en faisant de lui une arme très efficace tant pour la chasse que pour le combat. La conception de l'atlatl est simple mais incroyablement efficace.
Dans certaines cultures, comme les guerriers Tariru, l'atlatl était finement fabriqué à partir de bois dur poli, d'environ 88 cm de long, avec une forme semi-circulaire et une profonde rainure pour tenir la lance. Certaines versions avaient un pic ou une saillie, souvent liés avec du coton, qui aidait à maintenir la lance. Les fléchettes ou javelots utilisés avec l'atlatl étaient généralement de longues cannes en bois, parfois dotées de pointes en pierre, en os ou même empoisonnées. Ces projectiles pouvaient percer l'armure, faisant de l'atlatl une arme redoutable sur le champ de bataille. En plus de la conception de base, l'atlatl avait souvent des caractéristiques décoratives. Par exemple, l'atlatl des guerriers Tarairu était orné de plumes vives de perroquets écarlates, en faisant non seulement une arme mortelle, mais aussi un symbole de leur culture. Leurs fléchettes, parfois jusqu'à 2 mètres de long, étaient capables de causer des dégâts significatifs. Et entre les mains de guerriers qualifiés, l'atlatl devenait un outil redoutable tant pour la chasse que pour la guerre. L'atlatl n'était pas limité à une seule culture ou région, mais était utilisé dans le monde entier. En Amérique du Nord, par exemple, des tribus amérindiennes comme les Apaches et les Shoshones comptaient sur l'atlatl pour chasser de gros gibiers tels que les bisons et les cerfs. L'appareil leur offrait un avantage tactique, leur permettant de chasser à distance tout en maintenant leur mobilité et leur sécurité. Dans certaines parties de l'Europe, des cultures anciennes comme les Celtes et les premiers Norvégiens utilisaient également l'atlatl pour lancer des lances et des fléchettes, contribuant à son utilisation répandue dans les stratégies d'anthologie de combat et de chasse anciennes. Au fil du temps, le rôle de l'atlatl a évolué. Et pendant certaines périodes, il est devenu une partie clé des tactiques militaires, souvent utilisée aux côtés d'armes plus traditionnelles comme des épées et des boucliers. Face à l'avancée de la technologie, y compris l'introduction de l'arc et des flèches, l'atlatl est finalement tombé en désuétude. Cependant, son impact sur les armes anciennes reste significatif car il a contribué à poser les bases d'armes à projectiles plus avancés comme les arbalètes et les fusils à longue portée. Aujourd'hui, l'atlatl est célébré dans les temps modernes à travers des compétitions et une utilisation récréative, où les passionnés recréaient des méthodes anciennes de lancer des projectiles avec ces outils historiquement significatifs. L'atlatl est également précieux pour les archéologues, fournissant un aperçu de l'ingéniosité technologique des civilisations passées. Des artefacts tels que des atlatls bien préservés et leurs fléchettes accompagnantes ont été trouvés dans des fouilles à travers le monde, offrant un aperçu de la manière dont les sociétés anciennes développaient et utilisaient des outils pour la survie et la défense. Ces découvertes continuent de révéler l'interconnexion des cultures, de nombreux groupes développant indépendamment des outils similaires pour améliorer leur capacité à chasser, combattre et se défendre. Maintenant, il est temps de passer au sujet intéressant. À gauche, vous pouvez voir un Amérindien assez grand et imposant brandissant une arme redoutable. L'arme, un bâton plutôt extrême, était un outil épique que les Amérindiens utilisaient point de son pour frapper leurs ennemis, et cette œuvre d'art recrée à quoi cela aurait pu ressembler au combat. Je ne voudrais pas être à l'autre bout de ça, n'est-ce pas ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet intéressant. Numéro 5. Makana, l'épée en bois et en obsidienne. Le makana est une arme en forme d'épée en bois, suffisamment tranchante pour être létale au combat. Mesurant généralement environ 1 mètre de long, sa taille pouvait varier en fonction du statut du guerrier ou de l'objectif spécifique pour lequel elle était utilisée. Le makana était souvent fabriqué à partir de bois de choulal, un matériau solide courant dans la région, bien que certaines versions soient réalisées avec tela, avec d'autres types de bois selon la disponibilité. Le design présentait généralement un long manche large et plat, avec des bords garnis de lames d'obsidienne fixées en place avec de la résine. Le processus de fabrication d'un makana n'était pas seulement pratique, mais aussi stratégique. Étant donné que l'obsidienne pouvait parfois être rare, les artisans de makana créaient souvent des segments plus courts de la lame pour maximiser l'utilisation de ce matériau précieux. L'obsidienne utilisée dans ces armes provenait de régions montagneuses telles que le Guatemala et le Mexique, et était très prisée pour sa netteté et sa durabilité. Les premiers rapports espagnols décrivent des armes similaires utilisées par les guerriers mayas, notant leur efficacité au combat, où ces épées en bois et en obsidienne pouvaient trancher à travers les adversaires avec aisance. En plus des lames en obsidienne, l'artisanat du makana reflétait souvent l'identité du guerrier ou du groupe auquel il appartenait.
Les motifs sur le manche pouvaient en incorporer des sculptures ou des symboles complexes représentant la tribu, la famille ou le rang du guerrier dans la société. Ces gravures symboliques servèrent à la fois d'identifiant personnel et culturel, imprégnant l'arme d'une signification supplémentaire au-delà de son rôle fonctionnel au combat. L'un des types les plus emblématiques de Makana était le pahoa, un poignard à double tranchant en bois ou en os. Connu pour sa capacité à infliger des blessures profondes et précises, le pahoa était utilisé au corps à corps et était également un outil pour les sacrifices cérémoniels. De plus, le leomano, un redoutable gourdin, était garni de dents de requin et utilisé dans les combats rituels. Les dents étaient fixées au bois avec des fibres de noix de coco, créant un bord dentelé semblable à une scie capable de déchirer chair et os. Souvent, le leomano était manié par des chefs, symbolisant leur pouvoir, et utilisé au combat pour exécuter des ennemis capturés. L'utilisation du leomano et d'armes similaires s'étendait au-delà des champs de bataille. Elle jouait également un rôle dans les cérémonies rituelles et les pratiques spirituelles. Dans certaines régions, les guerriers se battaient lors de duels cérémoniels utilisant ces armes, non seulement pour montrer leurs compétences et leur force, mais aussi pour honorer les dieux ou remplir les exigences de rites sacrés. Certains anthropologues suggèrent que de telles armes avaient également un rôle dans le paysage politique, aidant à renforcer l'autorité des chefs tribaux et à établir une domination sur des groupes rivaux. Le makana, ainsi que d'autres armes comme le leomano, étaient essentiels à la culture guerrière, servant non seulement d'outils de guerre mais aussi de symboles de force et de statut. Leur artisanat, combinant bois et obsidienne, les rendait à la fois fonctionnels et esthétiquement frappants. Ces armes n'étaient pas seulement utilisées au combat, mais faisaient également partie des pratiques rituelles des guerriers, démontrant l'importance culturelle et spirituelle de l'armement dans leur société. Dans certains cas, ces armes ont été transmises de génération en génération et leur préservation était considérée comme un reflet de l'héritage ancestral du guerrier. De plus, la valeur accordée à ces armes soulignait la profonde connexion entre le monde physique et les croyances spirituelles qui régissaient de ces anciennes cultures. À mesure que l'influence de la colonisation européenne grandissait, beaucoup de ces armes indigènes, y compris le makana, furent finalement supplantées par des armes à feu plus avancées. Cependant, leur héritage perdure tant dans les études historiques que dans les traditions culturelles en cours des communautés descendantes, préservant un sentiment de fierté et de respect pour l'esprit guerrier qui prospérait jadis dans ces anciennes civilisations. Numéro 4. Bolas. L'arme de précision pour la chasse. Les bolas sont un outil incroyablement efficace pour capturer des proies trop rapides, en particulier des animaux connus pour leur agilité. Ces armes se composent de 2 ou plusieurs balles lestées reliées par des cordes que l'utilisateur lance sur sa cible. Les bolas étaient traditionnellement utilisés par les peuples autochtones d'Amérique du Sud, comme les Tehuelche, qui les utilisaient pour chasser les guanacos et les rias, de grands animaux pouvant peser jusqu'à 90 kg. Les bolas étaient conçus pour entraver les pattes de la proie, la faisant tomber ou l'immobilisant. La clé pour utiliser les bolas efficacement est la technique de balancer l'arme pour créer de l'élan avant de la relâcher. L'utilisateur balançait les bolas par les cordes ou par l'une des balles lestées, et au moment du lâcher, les poids volaient vers la cible, enroulant ses pattes. Lorsqu'elles étaient lancées avec suffisamment de force, les bolas pouvaient même casser des os en faisant une arme mortelle tant pour la chasse que pour la défense. Les Inuits utilisaient également des bolas, mais d'une manière différente. Ils les lançaient sur des oiseaux en vol, comme les canards eider, les empêchant de s'envoler avec les cordes. Les bolas existent en divers designs. Le plus souvent, elles ont 2 ou 3 balles, mais certaines versions en comportent davantage. Le poids et la taille des balles peuvent varier, et dans certains cas, les balles sont fabriquées à partir de différents matériaux. Les gauchos d'Amérique du Sud, par exemple, utilisaient des bolas fabriqués à partir de cordes en cuir tressé et de petites balles en bois ou de sacs en cuir remplis de pierres. La capacité de personnaliser les bolas en fonction de la cible ou de l'environnement les rendait un outil polyvalent et fiable. L'efficacité des bolas, tant dans la chasse que dans la guerre, en faisait une arme clé dans de nombreuses cultures autochtones, et leur design est resté largement inchangé pendant des siècles en raison de sa simplicité et de son efficacité. Numéro 3.
Le gourdin de crosse, une arme de pouvoir psychologique. Le gourdin de crosse, une arme en bois dur, est emblématique parmi de nombreuses de tribus des Premières Nations d'Amérique du Nord, en particulier celles du nord des États-Unis et du Canada. Bien qu'il soit devenu prominent au milieu du XIXe siècle, ses origines restent quelque peu mystérieuses. Une théorie populaire suggère que le design a été inspiré par les armes à feu européennes, spécifiquement les mousquets. Les premières rencontres entre les tribus autochtones et les soldats européens ont montré l'efficacité des mousquets au combat. Une fois le mousquet tiré, les soldats retournaient en camp de souvent l'arme pour l'utiliser comme une arme contondante dans des combats de rapprochés. On pense que les tribus amérindiennes, voyant le potentiel d'une telle arme, ont cherché à fabriquer des outils similaires. Certains historiens soutiennent que les tribus se sont procurés des mousquets européens, les ont dépouillés de leurs pièces et les ont transformés en gourdins de guerre. Cependant, aucune preuve archéologique n'a été trouvée pour soutenir cette théorie, car les gourdins de guerre découverts ne montrent pas de signes d'être des armes à feu modifiées. D'autres experts suggèrent que la forme du gourdin de crosse a simplement été inspirée par le mousquet européen, mais s'est développée indépendamment en Amérique. La forme du gourdin de guerre à crosse, avec sa courbe distinctive ressemblant à celle d'un mousquet, pourrait avoir été conçue intentionnellement pour intimider. Une arme ressemblant aux craintes des armes à feu européennes aurait pu donner aux guerriers amérindiens un avantage psychologique au combat. Le design de ce gourdin pourrait également être purement coïncidental, les tribus développant indépendamment une arme qui combinait utilité et art. Fabriqués à partir de bois dur comme l'érable ou le chêne, ces gourdins pesaient entre 2 et 3 livres, délivrant des coups puissants. Souvent, la tête du gourdin était équipée d'une courte lance ou de lame, augmentant son efficacité létale. Le design du gourdin a évolué au fil du temps, certains modèles présentant des composants métalliques comme des lames en fer, reflétant l'influence des produits commerciaux européens. Le gourdin de crosse n'était pas seulement fonctionnel, mais également une démonstration de l'artisanat artistique. Beaucoup étaient décorés de motifs élaborés et de sculptures symboliques, mettant en valeur le statut du propriétaire. Numéro 2. Tomahawk, l'arme polyvalente des Premières Nations. Le tomahawk, une hache à une main, occupe une place significative dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord. Son nom dérive du mot Powhatan Tomahawk, qui remonte à la racine proto-algonquienne tima, signifiant couper avec un outil. Cette arme ancienne a évolué au fil du temps, différentes tribus à travers le continent fabriquant leur version. Les premières tomahawks étaient faits de pierre et fixés à des manches en bois avec des bandes de cuir brut. Les artisans autochtones utilisaient des techniques précises comme le taillage et le perçage pour créer des bords tranchants en pierre, résultant en une arme à la fois efficace et durable. Le design du tomahawk en faisait un outil polyvalent, utile tant pour les tâches quotidiennes que pour le combat. De nombreuses tribus, en particulier celles du sud et des Grandes Plaines, ont rapidement adopté cette arme. Certaines tribus ont même innové en ajoutant un pôle opposé à la lame, créant le tomahawk à tuyau. Ces variations comportaient un manche creusé permettant à l'utilisateur de fumer du tabac, faisant du tomahawk à la fois une arme et un outil cérémoniel. L'ajout d'un bol de pipe dans le manche est devenu une caractéristique essentielle dans les échanges commerciaux et les cadeaux diplomatiques, alors que les commerçants européens et américains commencèrent à produire ces tomahawks à pipe en série. Ces tomahawks n'étaient là pas seulement des armes, mais souvent des œuvres d'art. Certains présentaient des têtes en pierre finement sculptées, tandis que d'autres incluaient des matériaux comme l'os ou l'anticorps. Le manche mesurait généralement moins de 2 pieds de long et était fabriqué à partir de bois robustes comme le hickory ou le frêne. Le tranchant, qui mesurait entre 3 et 4 pouces, était idéal pour couper du bois, dépecer des animaux ou s'engager dans un combat rapproché. Fabriquer un tomahawk en pierre était un processus laborieux. D'abord, les artisans devaient sélectionner le bon type de pierre, puis la façonner laborieusement avec des pierres plus dures ou des outils en corne. La tête était ensuite attachée aux manches à l'aide de cuir brut ou de fibres végétales. Le tomahawk résultant était un outil pratique pour la survie et une arme redoutable pour le combat. Numéro 1. Gourdin en mâchoire, arme de pouvoir et d'artisanat. Les gourdins en mâchoire étaient de puissantes armes autrefois utilisées par diverses tribus amérindiennes, notamment celles le long de la côte nord-ouest.
Ces gourdins étaient en été fabriqués à partir des mandibules de grands animaux tels que les élans, les buffles et les chevaux. Certaines tribus utilisaient également des mâchoires de mammifères marins comme les baleines et les lions de mer. Les mâchoires étaient souvent renforcées avec des manches en cuir pour offrir une meilleure prise. Les os étaient soigneusement nettoyés, façonnés et polis, avec les dents souvent laissées intactes pour former un bord dentelé. Cette courbure naturelle rendait le gourdin idéal pour des frappes puissantes lors de combats rapprochés. Bien que les origines du gourdin en mâchoire soient primitives, il est sans devenu une arme très efficace. L'os dense et lourd offrait une grande puissance de frappe, tandis que la courbure naturelle permettait des mouvements rapides et fluides. Certains gourdins étaient ornés de peintures ou de sculptures complexes ayant une signification tribale, transformant chaque arme en une pièce d'art unique. Les designs reflétaient souvent l'affiliation tribale du propriétaire, ses réalisations ou un symbolisme personnel, ce qui élevait la valeur de l'arme au-delà de sa fonctionnalité. Ces gourdins étaient utilisés par des tribus comme les Haida, les Tlingit et les Kwakwakawaku, qui les appréciaient tant pour leur efficacité au combat que pour leur importance cérémonielle. En plus de leur utilisation au combat, les gourdins en mâchoire jouaient également un rôle dans les cérémonies culturelles. Ils étaient parfois présentés lors de performances de danse ou durant des cérémonies de potlatch, où ils symbolisaient par la richesse, le pouvoir et le statut social. Certains gourdins en mâchoire étaient même incrustés de matériaux comme la coquille d'abalone, ajoutant une couche de luxe et de prestige. La combinaison de leur puissance destructrice et de leur design complexe faisait de ces gourdins non seulement des armes efficaces, mais aussi des artefacts culturels vénérés. Leur utilisation dans des rituels et des cérémonies mettait en valeur la connexion spirituelle entre ces armes et les tribus qui les fabriquaient. Non. Que pensez-vous de ces armes ingénieuses ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.